BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim et sa moisson hebdomadaire d'études glanées dans le monde entier. Marjorie Adilson pour son livre tiré de sa bibliothèque, elle nous emmènera dans le futur. Et puis pas d'émission non plus évidemment sans les réseaux sociaux. Vous les retrouvez sur Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho avec tous les programmes de l'émission. Si vous cherchez les livres, eh bien ils sont tous référencés sur ces réseaux sociaux. Tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Nous explorons le futur de nos technologies de communication et de transmission de la connaissance aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Comment l'homme a-t-il été impacté par toutes les grandes révolutions de la communication, depuis le parchemin jusqu'à l'intelligence artificielle? Sortira-t-il meilleur de toutes ces grandes innovations et de celles qui se dessinent dans le futur? Et puis surtout, ce monde digital est-il aussi solide qu'il en a l'air? Et si le web était aujourd'hui menacé jusque dans son existence, avec quelles conséquences? Comment les cyberespaces se réorganiseraient-ils? Réponse à toutes ces questions avec nos deux invités. Maria Mercanti-Guérin, bonjour. Bonjour. Maria, vous êtes maîtresse de conférences à l'IAE de Paris, fondatrice de Beabilis, un cabinet de prospective, et vous publiez Web Crash, le jour où le web a fait faillite. Rafi Aladjian, bonjour. Bonjour. Rafi, vous êtes un des pionniers de toutes les technologies de l'information en France. Vous avez été un des premiers, le premier quasiment en France sur l'accès Internet. Pareil sur le web, le Minitel, le Wi-Fi, l'intelligence artificielle, les objets connectés, aussi votre grande spécialité. Et vous publiez un livre au titre énigmatique que vous allez nous décrypter. Tentative d'épuisement de l'avenir du futur, c'est chez Aronnax. On démarre avec vous. Rafi, ouais, un mot sur le titre quand même de votre livre. Tentative d'épuisement de l'avenir du futur. Le titre est une référence à un livre que j'adore de Georges Perec, qui est Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, dans lequel Georges Perec a passé 3 jours à regarder tout ce qui se passait place Saint-Sulpice dans le moindre détail. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire pareil, je vais regarder tout ce qui s'est passé dans l'histoire des technologies du savoir depuis Saint-Jérôme de Stridon, on en reparlera jusqu'à aujourd'hui, et peut-être qu'en regardant tout ça par le menu, il apparaîtra une espèce de trame, de logique, de cohésion qui va permettre de prédire ce qui vient après. Alors, vos deux livres sont assez originaux sur la forme, il faut le reconnaître, c'est extrêmement agréable. Alors, Rafi, Steve Jobs, on le connaît, vous, on va apprendre à vous connaître. Que vient faire Saint-Jérôme comme héros de votre livre ? Voilà, il y a 3 héros dans mon livre. Saint-Jérôme de Stridon, c'est vraiment le personnage de départ. Ce qu'on sait de Saint-Jérôme de Stridon, d'une part, Saint-Jérôme est un des pères de l'Église, mais ce n'est pas pour ça qu'il nous intéresse ici. On raconte qu'il connaissait par cœur tous les livres de son époque. C'est le IIIe siècle. Et ça veut dire c'est comme s'il avait bouffé Google, tout l'Internet dans sa tête. C'est comme s'il pouvait vivre en mode avion, si vous voulez. Vous avez votre cloud dans votre tête. Mais ça veut dire, en termes d'accès à l'information, à la connaissance, que vous n'avez pas besoin d'interface, vous n'avez pas de temps d'accès à cette information, vous avez toute l'information du monde, etc. Donc vous êtes dans cette situation idéale qui résout tous les problèmes qu'on a rencontrés dans l'accès à l'information par la suite, l'accès, le coût, l'interface, l'objet, etc. Lui, il les avait résolus. Donc, c'est ce problème, c'est mon homme zéro. Et exactement. C'est mon point de départ. À partir de Saint-Jérôme, on s'est dit, il y a trop de savoir, on ne peut plus stocker toute l'information à l'intérieur du bonhomme, on va le mettre à l'extérieur. Donc on l'a externalisé, on a mis l'information à l'extérieur, et là, tous les problèmes ont commencé. Alors, vous refaites finalement, avec ce prisme, la grande histoire de toutes les inventions qui ont bouleversé le rapport de l'homme au savoir, à la communication, à la connaissance. Alors vous partez du parchemin, le livre, la presse, la radio, la télé, l'ordinateur, le Minitel, le web, le smartphone, etc., etc. Ce que je vais vous demander est terriblement compliqué. La conclusion, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'une innovation apparaît, est-ce que ça nous
appauvrit ou est-ce que ça nous enrichit ? Quand on regarde la suite des différentes étapes que vous avez citées, on a le sentiment qu'à chaque étape, on a comblé des fossés, c'est-à-dire des distances entre nous et l'information, et qu'en définitive, ce à quoi ça nous mène, c'est à une situation où nous devenons tous des Saint-Jérôme 2.0, c'est-à-dire une situation dans laquelle toute l'information du monde est présente en nous, en permanence, de manière insensible, immédiate, sans interface et de manière intuitive, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Donc on part du Saint-Jérôme mythique du départ et on arrive à un Saint-Jérôme 2.0. Sauf que le Saint-Jérôme 2.0 ne sait pas toujours ce à quoi il a accès, en fait. Bon, alors au passage, il y a des déformations, notamment par exemple de tout ce qui apparaît maintenant et que j'appelle le post-web dans mon livre, où l'information ne va plus être sur un objet mais superposée à toute l'expérience qu'on est en train de vivre, où l'information ne va pas être pré-produite par des producteurs d'informations et figée dans le temps, mais produite sur mesure pour moi immédiatement au moment où je la consomme. Et donc tout ça va amener à une espèce de réalité individuelle dans laquelle chacun d'entre nous va avoir accès à une information sur mesure, instantanée, et qui va être... Il y a bien des médias qui nous ont abêtis plutôt qu'enrichis. Vous citez la télévision, par exemple. Vous dites la télévision, elle est à l'origine d'une invention majeure, l'avachissement. Absolument. Qui a été réinventé plus tard par TikTok et par les réseaux sociaux, qui sont cette espèce de passivité qui est que on défile des choses devant les yeux des gens et on pousse le contenu vers l'utilisateur plutôt qu'on attend que l'utilisateur fasse la démarche de dire de quoi j'ai besoin et qu'il aille la chercher. Oui, mais ça, est-ce que c'est pas vrai de tous les médias post-télévision, finalement ? En gros, on a l'impression qu'avant la télé, on a plutôt des médias qui nous élèvent, qui élèvent l'humain. Et puis, après la télé, on se dit, mais finalement... Ce n'est pas vrai, parce que le Minitel, c'était pas ça. D'abord, ça coûtait très cher, donc on ne pouvait pas pousser les trucs de... Alors, dites-nous, quel a été le progrès du Minitel ? Parce que vous avez tout un chapitre sur le Minitel. Ça a été quoi, la révolution du Minitel ? Le Minitel, c'était de décloisonner le temps et l'espace. Ça voulait dire que, enfin, j'avais pas une information qui était pré-produite que je devais aller chercher au kiosque à journaux. Je pouvais y accéder depuis chez moi et je pouvais y accéder à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Où je pouvais faire des choses comme, je sais pas, faire un virement sur mon compte en banque, voire faire mes courses sur Minitel à n'importe quel jour et de la nuit. Donc ça a libéré ce truc où l'accès à l'information et aux services était cloisonné dans le temps. Donc le Minitel, avec toutes ses tares, a commencé à préfigurer ça. Il ne faut pas enterrer l'Internet, le Minitel. Puis le Minitel en France a un autre avantage qui est que ça a permis de développer la technologie en France en enrichissant un certain nombre de personnes qui ont développé la suite de l'histoire des technologies en France. Nous sommes entrés dans l'âge de la connaissabilité. Je n'avais jamais vu ce mot-là. Bon, c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est normal. Ça me rassure. C'est quoi l'âge de la connaissabilité ? À force d'avoir des dispositifs qui mesurent tout et qui nous donnent le sentiment que tout est connaissable, on peut connaître tout. Avant, quand on attendait le métro, par exemple, on se mettait sur le quai et à un moment donné, un métro arrivait. On ne savait pas à quel moment le métro arrive. Maintenant, il y a un panneau sur le quai qui nous dit le métro arrive dans 3 minutes. Et quand ce truc-là ne marche pas et quand on ne sait pas quand le métro, on est saisi par une espèce d'angoisse qui est comment ça, je ne peux pas savoir quand est-ce que le métro arrive. Mais c'est pareil quand on commande un colis et qu'on sait qu'il va arriver demain ou que le livreur est au bout de la rue. Dans plein de domaines, on est arrivé à la conclusion que toutes les choses peuvent être connaissances, qu'il s'agisse de l'information. Je vais sur Google et je peux tout savoir sur tout. Mais même dans les micro-trucs de la vie quotidienne, tout est devenu connaissable. Et ça crée une espèce d'angoisse permanente qui est comment ça, je ne peux pas savoir les choses. Alors, je voudrais qu'on se projette dans le futur maintenant. Qu'est-ce qui est aujourd'hui prévisible et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Vous dites qu'il y a déjà des choses de notre avenir qui sont prévisibles et même quasiment inéluctables.
Oui, si on suit le chemin des technologies et la progression à laquelle on a assisté jusqu'à présent, qui était qu'on a réduit le chemin de l'accès à l'information au minimum aujourd'hui. Il reste aujourd'hui, avant on faisait 1000 km pour accéder à l'information. Aujourd'hui, on ne traverse plus que 50 cm, c'est-à-dire la distance entre moi et mon smartphone pour accéder à l'information. Il reste quand même 50 cm. Donc il faut réduire ces 50 cm et arriver à une situation où l'information est présente en permanence, c'est-à-dire qu'elle se superpose à l'expérience que je suis en train de vivre. C'est des choses qui arrivent par la réalité augmentée, par les oreillettes connectées aujourd'hui, par un certain nombre de dispositifs qui commencent à apparaître aujourd'hui, qui permettent de superposer de l'information, non pas à côté de l'expérience que je suis en train de vivre, mais au-dessus de l'information que je suis en train de vivre. Ce qui est aussi en train de changer, c'est le dernier goulot d'étranglement qu'on avait dans la production d'informations, qui était le producteur d'informations, qui était généralement un homme, enfin un individu, un bonhomme. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, on n'a plus besoin de ce goulot d'étranglement où quelqu'un, à un moment donné, se donnait le mal de produire une information à la main avec un coût, un délai, un temps. Aujourd'hui, on a de quoi produire un contenu, des contenus de manière infinie, individuelle, en temps réel et jetable pour chaque utilisateur. Donc le centre de gravité qui était toujours sur l'émetteur de l'information, parce que c'est celui qui avait les outils de production de cette information, se déplace vers le consommateur d'information, puisque produire l'information elle-même, finalement, devient une commodité. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont en train de changer. Mais est-ce que vous faites le pari d'un futur qui sera en totale rupture par rapport au monde qu'on vit, ou qui sera plutôt dans une forme de continuité? Est-ce que vous arrivez à déceler un sens, finalement, dans toute cette histoire de la connaissance? Le but du livre est justement de montrer qu'il y a un sens, et qu'il y a eu un sens depuis le début. On a toujours tendance à penser qu'il y a une rupture. À un moment donné, il y a un type génial qui arrive, il invente quelque chose, et puis tout change comme un météorite qui tombe et qui tue tous les dinosaures, et après, c'est autre chose qui se passe. Non, il y a une continuité, et je pense que ce que j'annonce, ou je pense qu'il va advenir, s'inscrit dans la continuité de ce qui précède. Maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je pense qu'on ne sait pas. On ne sait pas, d'abord parce que ce n'est pas nous qui allons vivre ce futur-là, parce que d'une part, comme disait Steve Jobs, « Death will take care of this one », c'est-à-dire que ceux à qui ça ne plaît pas vont mourir, et puis ça sera d'autres gens. Et d'autre part, parce que ce n'est pas nous qui allons le vivre, c'est futur nous. Et on a toujours l'impression que d'un seul coup, on va arrêter de vivre comme on vit aujourd'hui, et qu'on va être téléporté dans un avenir, on va vivre comme ça. Or, le futur n'existe pas, c'est des micro-futurs, c'est des petites concessions, c'est des petites addictions qui se créent au jour le jour, qui fait qu'un jour, on se retrouve dans cette situation. Tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement le post-web. C'est quoi ce post-web? Ce post-web, c'est un peu le cumul de toutes ces choses que j'annonce, c'est-à-dire le fait que l'information, elle va être en temps réel, elle va être superposée à ce qu'on est en train de faire, elle va être personnalisée, c'est-à-dire que mon contenu, c'est pas moi qui vais aller voir dans l'offre disponible celle qui me correspond, mais que ce contenu va être fabriqué sur moi, ici et maintenant. Mais ce contenu, ça peut être la musique, ça peut être l'information, ça peut être n'importe quoi. C'est tout ça, le post-web. Quel sera notre rapport au monde virtuel? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vivre dans un monde complètement virtuel, ou est-ce qu'au contraire, on va rester dans le monde réel? Vous envisagez des solutions intermédiaires, ce que vous appelez notamment la garde alternée? Ouais, non, je pense que c'est la garde alternée. Non, je pense pas de la garde alternée. C'est-à-dire, ça, c'était l'idée du métaverse qui est, je passe mon temps dans le monde réel et de temps en temps, je rentre chez moi, je mets un truc sur la tête et puis je me plonge là-dessus. Mais ça, c'est juste la télé de demain. Ça a aucun intérêt. Le vrai truc, c'est la réalité augmentée. C'est ce que je décris comme le Twix. Le Twix, c'est-à-dire que vous avez et le biscuit et le caramel en même temps. C'est-à-dire que vous avez le monde réel avec tout ce qu'il a de dur, mais dessus, vous avez un peu de caramel d'informations posées sur à peu près tout ce que vous vivez. Alors on continue notre exploration du futur, Maria Mercanti-Guérin, Web Crash. Le nom de votre livre, et vous tirez la sonnette d'alarme, vous dites le web est en crise, et son existence est même quasiment menacée. Pourquoi le web est-il en crise? Alors, c'est une crise dans un océan de croissance. C'est-à-dire, quand on regarde les chiffres, on se dit non, le web n'est pas en crise, des milliards de dollars pleuvent sur lui. Sauf que, en fait, déjà, on est sur des vieux réseaux, c'est comme des vieilles autoroutes. Et puis, finalement, ce modèle du web, il est financé par la publicité, environ 1000 milliards de dollars, et à côté, une montagne d'investissements à faire
pour créer le monde de demain. Alors justement, vous faites une différence, subtilité importante qui, je ne vous le cache pas, moi qui ne suis pas un spécialiste de la technologie, m'avait échappé. Vous faites une différence entre le web, Oui, qui affiche, vous le dites, Oui. une santé insolente, et puis Oui. Internet, oui. qui lui va très mal. Mais moi, je croyais que le web, c'était Internet, en fait. Oui, en fait, Internet, c'est vraiment l'infrastructure, c'est D'accord. dur. C'est ce que vous appelez les autoroutes. Voilà, c'est ce que j'appelle des autoroutes. Et en fait, cet Internet, bon, déjà, on lui en demande de plus en plus. La gouvernance n'est pas très claire. De quantité de sociétés veulent faire leurs câbles. On peut se partager les câbles entre soi. Il y a énormément de sous-marins dans Internet. Il y a beaucoup sous la mer. Donc, c'est pas forcément un milieu extrême. Enfin, c'est un milieu qui peut être un peu hostile. Et puis, c'est vrai que, en fait, il y a plein je dirais, de révolutions qui s'annoncent dans lesquelles il va falloir énormément investir. La première, c'est quand même les objets connectés, ce qu'on appelle le marché de l'IoT. Plusieurs milliards d'objets connectés un peu partout. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas tellement dans nos maisons, mais ils sont déjà dans les usines. C'est l'industrie 4.0, 5.0, tout ça va demander énormément de données. Et la seconde, bien sûr, ce sont les IA génératives, il faut quand même dire les choses, qui vont quand même révolutionner le marché. Et puis, il y a des acteurs comme Google, Facebook, enfin ce qu'on appelle les big tech, les GAFAM, qui se battent pour se faire une place sur ce monde-là en se disant la pub va tout financer. Or, pas du tout. Et c'est là où commencent les problèmes. Vous dites le web est le lieu de nombreuses fausses promesses économiques. Oui, alors l'idée de ce livre, en fait, m'est venue parce que je vois, du fait de mon métier, beaucoup d'étudiants en formation continue, de directeurs marketing, commerciaux, qui me disaient, mais tu sais, parfois, Maria, nos campagnes ne marchent pas du tout. Ouais. C'est étonnant parce qu'en fait, on nous a toujours vendu le web comme le nec plus ultra d'efficacité commerciale. Et de la simplicité aussi. Google, il s'est fondé vraiment sur la simplicité. Vous tapez un mot et puis vous avez le monde entier en un clic. Et donc, je me suis plongée dans les chiffres. Et effectivement, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a des chiffres un peu cachés, des chiffres qu'on ne voit pas, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait des indicateurs extrêmement importants qui étaient complètement à la berne. Je peux en prendre un. Allez-y. Taux d'engagement. C'est-à-dire si j'aime, je commente ou je clique un post sur un réseau social. Ouais. Sur beaucoup de réseaux sociaux, c'est moins de 1% des gens, voire 0,6%. Non, mais en fait, rien, en fait. Ce que vous nous dites, c'est ce qu'on pressentait, et vous le montrez dans le livre de façon extrêmement robuste. C'est que l'illusion de la publicité digitale, où on touche beaucoup de gens, où on nous dit c'est beaucoup plus efficace, etc. C'est une illusion. C'est une illusion. 40% du marché a un bloqueur de pub. C'est-à-dire que quand j'ai pris ces chiffres, mais peut-être que c'est 60 à 70% des gens qui en ont véritablement assez de la publicité sur le web et qui la bloquent. Comme maintenant, de plus en plus, il y a une tendance au refus des cookies qui permettent un peu d'évaluer le marché, de l'analyser, et on n'a plus ces indicateurs-là. Mais Maria Mercante-Higuerin, à quoi ça pourrait ressembler un effondrement d'Internet ? Alors, il y a deux niveaux. C'est vrai que dans le livre, je commence par une sorte de dystopie. Oui, absolument. Voilà, où effectivement, Internet commence à tousser, il est enrhumé, et puis tout d'un coup, il ne marche plus. Bon, ça serait une catastrophe pour nos sociétés. Donc, c'est très clair. Tout s'effondrerait. Donc là, crise économique majeure, ça veut dire qu'il faut quand même continuer à imprimer ses fiches de paye sur papier. Peut-être, voilà. Oui, parce qu'on est dans une trop grande dépendance. En fait, on a perdu toute autonomie. On a même perdu quelque part la mémoire de nos sociétés, puisqu'en fait, on digitalise à tout va, mais finalement, comme c'est assez fragile, au bout du compte, on pourrait aussi perdre ça, et on reviendrait, mais quelque part, à la préhistoire. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. En fait, Internet, c'est une sorte de trésor qui a été un peu dévoyé par les multiples marchands. C'est quand même ça. C'était pas l'idée au départ, c'était de partager la connaissance auprès du plus grand nombre. Et aujourd'hui, on partage plus la bêtise que la connaissance, malheureusement. Aujourd'hui, quels sont les grands défis à relever ? Alors, les grands défis, ça serait déjà se mettre d'accord sur quel Internet on veut. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on est, alors si je reviens entre Internet et le web, on est face à c'est pas la guerre des mondes, c'est la guerre des webs. C'est-à-dire que chacun a une vision complètement antinomique du web qu'il souhaiterait.
Alors quand je dis chacun, c'est des États qui veulent un web de plus en plus autoritaire, de plus en plus réglementé, régulé. Alors c'est bien d'un côté, mais ça peut complètement, quelque part, freiner l'innovation. Donc ça peut être aussi, alors par exemple l'Union européenne est à la pointe de tout ça, mais elle suit aussi les États-Unis qui ont quand même édicté beaucoup de législation. Ça peut être un petit peu gênant pour l'innovation. Vous avez le web des marchands, donc je fais l'hypothèse qu'on pourrait avoir peut-être même un web complètement Amazon, parce qu'il n'y a plus aucune libre concurrence. Et donc, finalement, on va arriver à une concentration des acteurs énorme, et on pourrait peut-être en avoir qu'un seul, après tout. Pourquoi pas un web Amazon où sur une unique plateforme, vous avez absolument tout. Vous avez aussi... Vous avez un web que vous appelez le web ubiquitaire. Oui. Alors ça, c'est pour vous, Emmanuel. Ouais, c'est quoi ce web ubiquitaire? Alors, ce web ubiquitaire, c'est que le web est partout. Ouais. Donc effectivement, il est dans les objets connectés, mais dans nos médias, la télé telle qu'on la connaît, elle est en train de disparaître. Elle est évidemment, c'est en affichage, radio connectée, etc. Et ce web ubiquitaire, pour moi, finalement, ça va être la fin des médias traditionnels. Mais c'est dommage parce qu'ils ont une fenêtre de tir pour quelque part imposer leur spécificité. Et donc, voilà, ce web ubiquitaire... C'est ce que vous appelez un réseau fusionné avec tous les médias. Exactement. Un réseau fusionné avec tous les médias. Et là, le problème, c'est qui prend le pouvoir. Les médias traditionnels, ils s'adaptent. Ils essayent de prendre les habitudes, les usages du web, mais ce n'est pas forcément bon pour eux. Je pense qu'il ferait bien de rester tels qu'ils sont. Voilà. Alors, il y a ce que vous appelez aussi le web décentralisé. Oui, alors ce fameux Web 3, web immersif. Alors, effectivement, réalité augmentée, réalité virtuelle, plus de la réalité virtuelle d'ailleurs. Et je suis d'accord, en fait, que la réalité augmentée, ça va être assez intéressant. Ce web immersif, il a été créé par des cypherpunks, des gens qui, en fait, ne voulaient plus de la société telle qu'elle est. Et là, il est repris par Meta, donc Zuckerberg, qui veut en faire une sorte de web marchand. On aurait tous notre casque sur la tête et puis on aurait notre avatar. Et on génère déjà des millions de dollars en vendant aux avatars des Nike virtuels, des blousons Adidas, etc. Il a encore du mal à s'imposer. Meta a perdu beaucoup d'argent. Donc, c'est un point d'interrogation. Par contre, c'est un web très intéressant parce que c'est un web complètement décentralisé et qui va être peut-être, ça va signer la fin des notaires, la fin de tous les intermédiaires parce qu'on va travailler sur ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts. Donc là, l'esprit du web décentralisé va pénétrer toute la société. Le web militant. Le web militant. C'est votre dernière hypothèse. Oui, alors le web militant, alors c'est un web qui quelque part dit non à la surconsommation et finalement... Mais est-ce qu'on peut avoir ces plusieurs bien webs sûr, on peut, qui coexistent, qui cohabitent? Bien sûr, on peut avoir plusieurs webs qui cohabitent. Alors pour l'instant, ils se font la guerre. Donc c'est la guerre des investissements, c'est la guerre sur les législations. Le web militant, c'est le plus petit, mais quelque part, Wikipédia, c'est un web militant. Il est toujours là. Et peut-être que Google ne sera pas là demain. Est-ce que l'intelligence artificielle générative va tuer le web ? Non, mais elle va considérablement le modifier. Alors, en fait, ce problème, c'est la surautomatisation du web. Rappelez-nous ce que c'est que l'IA générative par rapport à l'IA tout court. Alors, c'est une IA qui est ce qu'on appelle l'IA des grands modèles. Des grands modèles. Et donc, finalement, cette IA connectée, vous pouvez absolument, on parle d'OpenAI, absolument lui demander absolument tout. Et finalement, elle est basée sur notamment du machine learning, donc elle apprend avec vous. Donc, c'est une IA complètement agile et de plus en plus autonome. Et je vois bien sûr que ça va changer le web parce que ça va remplacer l'homme. Et dans Web Crash, je dis qu'il y a beaucoup de robots cliqueurs. Le web est pénétré par des robots qui cliquent sur des pubs à votre place, qui écrivent des tweets à votre place, etc. D'où effectivement l'hypothèse que finalement le web ne marche pas si bien. Et l'IA va amplifier ce phénomène et donc finalement on va arriver peut-être à l'homme chassé du web. Parce qu'en fait, il sera entre les mains des robots, des IA. Et donc, il n'y a plus d'humains. Et nous serons les spectateurs passifs. Les spectateurs de plus en plus passifs de ce monde-là. Pour terminer, la même question à chacun. Le monde de 2040, il est plus sympa, plus accueillant que le monde d'aujourd'hui ou pas ? Je pense que le monde de 2040, c'est exactement le même qu'aujourd'hui, avec ses problèmes, etc. En fait, de manière générale,
Je pense que c'est des gens différents qui vivent des périodes différentes et ils ont une perception juste normale des choses. Maria Mercanti-Guérin. Ça sera ou bien meilleur ou pire. Je pense qu'il n'y aura pas de gris, il y aura ou noir ou blanc. Voilà, tout dépend de ce qu'on saura faire. Exactement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos livres. Rafi Aladjian, Tentative d'épuisement de l'avenir, du futur. C'est aux éditions Aronnax. Et puis Maria Mercanti-Guérin, Web Crash, le jour où le web a fait faillite. Et c'est aux éditions EMS. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.